Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Boulogne-Billancourt-Dieppe. Mercredi 14 juin 1989 à un et jour. Je suis parti ce mercredi 14 juin 1989 pour Dieppe, un départ calme à 7h30 de Boulogne. J'aurais dû démarrer plus tôt afin d'être tranquille dans la banlieue, mais un oubli de pneus m'a fait revenir en arrière. La capitale, Paris est déjà éveillée lorsque je la contourne jusqu'à la porte Maillot. Première halte et dernier adieu à la capitale avant de m'enfoncer dans le labyrinthe de toutes ces villes qui se sont agglutinées autour du point névralgique de la France. J'atteins sans trop de peine Courbevoie, en suivant une jeune fille à vélo qui va probablement à son lycée. Son cartable est accroché à l'arrière. Elle semble amusée par mon chargement et ne peut s'empêcher de poser la question qui deviendra rituelle. Où allez-vous comme ça ? Je n'ai pas envie de dire que je compte faire le tour de France. Je trouve cela trop prétentieux et insensé. À Dieppe, dis-je brièvement. J'attends une question, un mot, mais rien. Puis à un feu je lui demande, Colombe, c'est par là ? Oui. Au revoir et bonne route. En fait, je devais attendre ces quelques mots qui m'enchantent. Cela me permet d'oublier l'appréhension qui m'envahissait, ce doute qui s'installait dans ma tête. Ai-je raison de quitter le confort de l'appartement, ma chambre, mon lit douillet, pour m'aventurer à nouveau sur les routes, mais seule cette fois-ci, contrairement aux années précédentes ? C'est à cause de toutes ces questions que j'avais ignoré le panneau pour Colombe. Cette jeune fille brune s'éloigne devant moi. Je la regarde partir, puis je me dirige vers la droite. Je roule le long du trottoir, au milieu des voitures, camions et bus. Même en m'attendant à tout ce bruit, tout ce béton, je ne m'y fais pas. J'accélère l'allure sous les encouragements de deux ouvriers du bâtiment qui profitent de mon passage pour entamer leur première pause. À un feu, alors que je suis arrêté, une vieille dame m'adresse la parole. Autrefois, on pouvait faire du vélo par ici, mais maintenant on ne s'y retrouve plus. Tout a bien changé, mon pauvre monsieur, et tout ça à cause des promoteurs. J'acquiesce par un sourire compatissant. Continuant sa route, la vieille dame termine son monologue par de petits jurons contre ces fameux promoteurs, responsables de tous les maux de la banlieue. J'arrive à la Patte d'Oie, où deux grandes routes se rejoignent pour gagner Pontoise. Il y a toujours autant de monde, mais le paysage commence à s'éclaircir, ce qui m'incite à accélérer. Après Saint-Ouen, j'aboutis à ma grande surprise directement dans le centre-ville de Pontoise. En fait, contrairement aux idées reçues, l'endroit est sympathique. Je contourne le château situé sur une hauteur. La vieille ville avec ses commerçants fait plutôt penser à un petit village, loin de Paris, sur les bords de l'Oise. Il y règne une grande activité. L'endroit me fait penser à Stéphanie, une copine que j'avais connue en Angleterre et que j'ai perdue de vue. C'est dommage car nous nous entendions bien. Elle me parlait beaucoup de sa région. Je l'entends encore parler de Pontoise. Le nom résonne dans ma tête comme si j'étais avec elle, non plus à ciel bas, face à la cathédrale d'Exeter, mais ici, chez elle, dans son fief. Après notre séjour dans le Devon, nous nous sommes revus une ou deux fois. Voici 2 ans, je suis allé la voir à Nyons, dans le Dauphiné où ses parents avaient une magnifique maison avec une piscine. Je venais d'effectuer Paris-Marseille, à vélo bien sûr, avec Arnaud qui avait repris le train pour regagner Paris. Moi, je remontais jusqu'à Bourg-en-Bresse pour une semaine fédérale, après avoir séjourné chez Lucien et Janine à la Capte, près de Toulon. Cette année-là, en 1987, je grimpais le mont Ventoux par un brouillard épais qui m'empêchait de voir à 10 mètres. Je n'eus donc pas la récompense du panorama. Quelques mois après mon passage à Nyons, Stéphanie m'écrivait une lettre me disant que son père admirait mon courage et ma détermination. Je lisais là un beau compliment qui me touchait. Je préfère ne pas gagner Marine directement. J'emprunte une petite route que je connais déjà, qui longe une ligne de chemin de fer. Désormais c'est la campagne, le Vexin. La route devient légèrement accidentée, et j'aborde les premières petites montées. Peu avant Gisors, je trouve une route qui mène aux Andelys. Cela me rappelle l'un des 5 brevets de 200 km faits avant mon départ. Entre autres, Villepreux, les Andelys, Villepreux. Un beau parcours effectué avec 3 copains du club, Fabrice, Roger et Jean-Michel. Ensemble,
nous participions à ces manifestations sportives organisées par la Fédération française de cyclotourisme, la FFCT. Cela nous servait d'entraînement pour nos objectifs respectifs. Moi, le Tour de France, Jean-Michel le fameux Paris-Brest-Paris avec d'autres et Fabrice, lui, rêvait de compétition. Dans notre club, la CBB, nous étions un certain nombre cette année-là à avoir de hautes ambitions. Il faut dire que 2 auparavant, en 1987, Stephen Roche, un ancien de la section cycliste, avait gagné le Tour de France. Cela créait encore une belle effervescence et stimulait l'imagination. À cet instant, je pense à ceux qui doivent travailler. Ma première vraie halte se fait à Gisors et cela vaut le coup. La ville est traversée par 3 cours d'eau, l'Epte, l'Honnête et la Bonde, ce qui donne de jolis canaux dont la commune prend soin en les ornant de fleurs. La cathédrale domine le tout de sa grandeur. Encore quelques kilomètres et j'entre en Normandie. Une première déviation rallonge ma distance. À la deuxième, je décide de passer outre. Je poursuis donc ma route et tombe comme prévu sur des travaux. Des ouvriers sont apparemment en train de poser des canalisations, et le bitume est cassé sur quelques mètres en profondeur. Dès qu'ils me voient, les ouvriers me demandent de faire demi-tour. Je suis donc obligé de leur expliquer que je ne tiens pas à arriver trop tard à mon but. 2 d'entre eux viennent et m'aident à passer le vélo. Ils soulèvent l'engin. Je les regarde faire et les suis derrière en priant dans ma tête qu'ils ne cassent rien. L'obstacle est franchi. Je les remercie et continue mon chemin. Grâce à ce barrage, je suis entièrement seul un bon moment, ce qui n'est pas désagréable. 40 km avant Dieppe, je fais une nouvelle halte à Neuchâtel-en-Bray, où je discute avec un boulanger qui semble intéressé par mon voyage, jusqu'au moment où il s'aperçoit que son chat en a profité pour quitter le logis. Je gare mon vélo et à 2, nous récupérons le fuyard caché sous une voiture. Du coup, je parle un peu de mon chat Mistigris que j'adore. Il joue beaucoup, chasse et chaparde, notamment lorsque maman doit quitter précipitamment la cuisine pour répondre au téléphone. Le matou n'hésite pas alors à se saisir du rôti ou de la volaille qui traîne sur la table. Après quelques paroles échangées, j'apprends qu'il y a beaucoup de cyclistes dans le coin et surtout des Parisiens. Un quart d'heure plus tard, je poursuis ma route. Le vent d'est se lève. La fin de la journée devient difficile. Le haut des collines est particulièrement redoutable, car le souffle de ce vent me cueille littéralement. Par contre, sa fraîcheur témoigne de l'approche de la mer et cela me stimule. Sur la route, je vois au loin une dame et ses 2 enfants à vélo. Soudain, la mère perd son chapeau, ce qui me donne une bonne occasion d'être galant. En retour, me voilà rassuré car mon objectif n'est plus très loin. Je suis fort déçu par l'arrivée sur Dieppe. Je pensais avoir une superbe perspective sur la mer. C'est la zone industrielle qui s'impose. Je me dirige donc vers le centre-ville. Là, je rencontre 3 cyclo-campeurs. Par la marque de nos vélos, nous comprenons que nous avons un ami commun. De plus, ils font aussi un Tour de France, mais sont partis de Brest. J'aurais aimé camper avec eux ce soir, cependant, ils veulent atteindre la Somme. Nous n'avons plus qu'à nous souhaiter bonne route. Le soir, après avoir planté ma tente dans un camping quasi désert, je vais me promener en ville. Le centre, les rues piétonnes, les quais, le port, la plage, les casinos, tout ceci est bien morne. Je m'assois sur un petit muret, pour me laisser envahir par la nostalgie. Je pense à cette année universitaire faite à Malakoff et tous à ceux que j'ai rencontrés cette année et qui me manquent déjà. Philippe, cousin, non, ce n'est pas mon cousin mais bien cousin avec un Z, Frédéric et tous les autres. Je me demande si je ne devrais pas leur passer un petit coup de fil, mais pour dire quoi, si ce n'est pour assouvir ma nostalgie. Dieppe, Boulogne-sur-Mer. Jeudi 15 juin 1989 à 2 jour. En revanche, il y a plus d'ambiance le matin et je quitte une ville assez vivante. J'entame la 2e étape de mon voyage, mais la première de mon Tour de France. Je monte sur un grand plateau, et constate à mon grand étonnement que la route n'est pas tellement vallonnée. La sortie de Dieppe est comme hier, très industrialisée et les camions règnent en maître. Mais je les abandonne rapidement, en prenant les petites routes. Au Tréport, je descends voir le port. Je me devais de connaître cet endroit, car mon club organisait régulièrement une randonnée Boulogne-le Tréport. Nouvelle pensée pour ceux avec qui je roule tous les dimanches matins dans la vallée de Chevreuse.
Le port est relativement petit, mais il ne manque pas de charme. Il est situé dans un cul-de-sac, au fond d'une vallée. 8 km après Rue, dans la Somme, le paysage est plus étendu. De Berck au Touquet, je traverse des contrées quasi désertes recouvertes de sable. À ma gauche, il y a ces fameuses plages qui font plusieurs kilomètres de long. Le vent a sans doute sévi ces derniers temps car par certains endroits la route est vraiment submergée de sable, à tel point que je crois m'être trompé de chemin. Un automobiliste me rassure en ignorant le phénomène naturel. Il continue à rouler tout en dérapant un peu. Je me retrouve totalement seul. Je change de vitesse en mettant un développement plus petit pour avoir plus de souplesse, et je m'engage sur les traces de pneus de la voiture. Au début, c'est un peu périlleux, mais j'arrive à me tirer d'affaire. La route est très étonnante car les dunes de sable la dominent complètement. C'est comme l'antichambre de la mer. J'entends le son de l'océan mais je dois monter sur ces dunes pour le voir. Tout en roulant, j'écoute son bruit sourd ainsi que celui du vent. Puis je change de paysage. La route se fait plus accidentée, alors que je pénètre dans la forêt d'Ardelot. Je sais que des amis de mes parents ont une maison dans le coin, mais je ne m'y arrête pas. Il ne semble y avoir ici que des villages de vacances et des parcs d'attractions. Or, en ce jeudi du mois de juin, les gens sont plutôt au travail. Seuls quelques touristes anglais et hollandais se promènent décontractés. À Ardelot, je rencontre dans un café des marins pêcheurs tout à fait typiques. Casquette noire portant l'encre marine, le pull blanc à rayures bleues, le cabic noir et la pipe qui sert de passe-temps. À leur demande, je leur explique mes intentions de voyage. L'un reste perplexe tandis que l'autre plaisante. « Je préfère plutôt pour toi que pour moi », me dit-il en rigolant. Question de goût. C'est la seule réponse qui me vient à l'esprit. Je n'ai pas envie de lui développer le plaisir que je prends à réaliser ce voyage. Après cette courte pause, je reprends la route. La densité de la circulation m'indique que l'arrivée à Boulogne-sur-Mer est proche. Apparemment, je tombe sur une sortie de lycée. Au port, un bateau venant d'Angleterre a accosté. Je regarde les voyageurs descendre, puis je gagne le camping situé à l'autre extrémité de la ville. Continuez tout droit, me dit un jeune garçon direction Wimereux. C'est une chance car c'est la route que je prendrai demain. Sur place, quelques gens du Nord se reposent aux portes de leur caravane. Les propriétaires du camping me laissent choisir l'emplacement. Je me hâte d'installer la tente et pars, à pied cette fois-ci, pour visiter la ville. Le port contribue à l'ambiance de cette ville du Pas-de-Calais. Il fait chaud et les terrasses des cafés sont remplies. Je me balade dans le centre-ville et regarde les vitrines. J'aime bien, après une bonne journée de vélo, traîner à pied dans les rues, sans but précis et sans penser à ma machine. Je guette un spectacle, quelque chose hors du commun, une petite distraction. Je m'engage dans des rues où aucun touriste n'aurait idée d'aller. Je cherche à saisir l'atmosphère de la ville. Enfin, je remonte au camping, fatigué de ma journée. Le soir, du haut de la falaise, je profite d'un superbe coucher de soleil sur la mer. Au loin, un bateau s'en va pour une destination qui m'est inconnue. La nuit est étoilée, demain il fera beau. Boulogne-sur-Mer, Armentières. Vendredi 16 juin 1989 à 3e jour. Personne n'est réveillé lorsque je quitte le camping. J'ouvre la barrière et glisse mon vélo dehors, puis je jette un dernier regard sur la ville. Je longe la mer sur ma gauche. Les mouettes survolent les terres à la recherche de nourriture. Aujourd'hui, le parcours semble être plus fatigant bien que je sois dans le nord, région chère à Jacques Brel. Mais ne confondons pas, le plat pays est bien plus haut. En effet, je remonte et redescends sans arrêt les falaises des coteaux du Boulonnais. À chaque fois, je peux profiter d'une superbe vue sur la mer et sur la campagne. La route passe souvent en contrebas de broussailles, et je devine à peine où elle me mène. De temps en temps, un tournant me surprend alors que j'étais quasiment sûr d'aller tout droit. Une dizaine de kilomètres après mon départ, j'oblique sur la gauche pour aller au cap Grinet, de façon à avoir un aperçu de l'étendue de la côte. Après Framzel, petit village retiré d'une poignée de maisons, je m'isole sur un petit chemin. Ça y est, je suis à une extrémité de la terre française. Sur ma droite et sur ma gauche, il n'y a plus rien et je dois me retourner un peu pour voir la continuité de la côte.
Je dois faire demi-tour. Le propriétaire d'un café me signale une route qui me permet de couper, et donc de ne pas revenir totalement en arrière. C'est en sens unique, mais à cette heure-ci, en roulant lentement, vous pouvez y aller. Je suis son conseil et son chemin. Je le regrette d'ailleurs un peu car non seulement la route est en sens unique, mais de plus, elle est très étroite et les massifs de broussailles limitent la visibilité. Je reste donc très prudent. L'essentiel est d'atteindre la route de Calais sans encombre. J'y parviens enfin. Il y a peu de monde sur cette grosse départementale, probablement parce qu'elle est doublée d'une nationale qui relie Boulogne et Calais plus directement. Après escale, une forte montée me surprend. Elle est plutôt raide et d'une bonne distance. C'est très certainement ce que je voyais au loin, avant d'arriver dans ce petit village situé au pied de la difficulté. J'arrive ainsi en haut du mont Latan. Un nouveau panorama s'offre à moi. En suivant la route des yeux, j'aperçois les fumées et les cheminées des industries. C'est Calais que je dois atteindre. J'y arrive rapidement. Mis à part l'inévitable zone industrielle, la ville a du charme. Je traverse des canaux sur de jolis ponts et atteins le centre-ville. La mairie est remarquable, style flamand, façade Renaissance. Elle possède un beffroi, signe que je suis bien dans le nord de la France. Il s'agit d'une haute tour dressée contre l'hôtel de ville. Par sa hauteur, elle concurrence le clocher de l'église. À la fois tour de guet, prison, lieu de rassemblement, le beffroi a de multiples fonctions pour les citoyens de la commune. Aujourd'hui, le plus magnifique beffroi est très certainement celui de Douai. J'ai pu le visiter plusieurs fois puisque ma grand-mère habitait cette ville. Mais ce jugement ne vient pas d'un chauvinisme exacerbé. Les spécialistes le disent unanimement. Après un petit tour en ville, je quitte les bourgeois de Calais de Rodin qui sauvèrent la ville en 1347 en se livrant à Édouard III, et je me retrouve dans la campagne. J'abandonne la mer que je ne reverrai que 3000 km plus loin. Il s'agira de la Méditerranée. Jusqu'à Guînes, je longe un canal. Tout semble paisible. Là, je suis dans la plat pays. Il règne dans les petits villages une ambiance bon enfant. Je roule ainsi tranquillement en pensant à Bresles. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague. Et de vagues de dunes pour arrêter les vagues. Et de vagues rochers que les marées dépassent. Et qui ont à jamais le cœur à marée basse. Avec infiniment de brume à venir. Avec le vent de l'Est, écoutez-le tenir. Le plat pays qui est le mien. Avec des cathédrales pour unique montagne. Et de noirs clochers comme mâts de cocagne. Ou les diables en pierre décrochant les nuages. Avec le fil des jours pour unique voyage. Et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest écoutez-le vouloir. Le plat pays qui est le mien. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu. Avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité. Avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu. Avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner. Avec le vent du nord qui vient s'écarteler. Avec le vent du nord écoutez-le craquer. Le plat pays qui est le mien. Avec de France qui descendrait l'Escaut. Avec Frida la blonde quand elle devient Margot. Quand les fils de novembre nous reviennent en mai. Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet. Quand le vent est au rire, quand le vent est au blé. Quand le vent est au sud, écoutez-le chanter. Le plat pays qui est le mien. Vers midi j'envisage de m'arrêter au prochain village pour penser au repas. La halte s'effectue à Watton, un superbe petit bourg avec ses maisons de briques rouges, son canal de lait et ses péniches. Visiblement, je me pointe à une fin de marché. Je peux acheter des provisions sans trop de frais, ce qui n'est pas négligeable pour mon budget d'étudiant. À la sortie du village, le haut d'un mont me permet de dominer les toits de tuiles rouges. Assis sur un banc à côté d'un moulin, je regarde un enfant à vélo monter la côte avec une certaine difficulté. Je l'encourage tout en mangeant. Le repas terminé et après une bonne sieste, je repars lentement. Même si je me sens des forces pour avancer plus vite, je ralentis l'allure en vue des 2 monts que j'aurai à grimper. Durant 21 km, avant la première difficulté de l'après-midi, les routes que j'emprunte traversent des champs qui attendent les moissons. Seul, j'apprécie le calme et la solitude de la région.
Enfin, je me retrouve au pied du mont Cassel. La pente est raide comme prévu, mais elle n'est pas très longue. En haut, le bourg de Cassel commence à préparer les fêtes du 14 juillet. Des fanions bleus, blancs et rouges flottent un peu partout dans la rue principale. En descendant, je suis secoué par les pavés, ces fameux pavés d'Eschnor. Je me félicite d'être monté au village par le versant goudronné. Encore quelques kilomètres et c'est le mont des Cats. Même genre de montée typique des Flandres, raide mais courte. Arrivé en haut du mont, je rencontre une armée de touristes venus en car. Ils doivent être ici pour visiter l'abbaye qui s'y trouve. Je m'intéresse surtout à la splendide vue sur les Flandres. Je suis sûr de voir la France très proche. Voilà. Je viens de gravir les monts mythiques, célèbres grâce aux classiques cyclistes de début de saison. Ces obstacles sont souvent décisifs pour les victoires finales, et les journalistes commentent l'effort des coureurs avec beaucoup d'excitation. À nouveau dans la plaine, je décide de m'arrêter au prochain camping. En fait, ce sera à Armentières. La ville me rappelle, si cela est encore utile, que je suis dans le nord, toujours grâce aux briques rouges des maisons parfaitement alignées, par souci d'égalité, comme le chante Enrico Macias, et grâce au beffroi. La ville se rendra célèbre, malgré elle, avec la chute de Laurent Jalabert lors du sprint quelques années plus tard, en 1994. À la sortie de la ville, je m'attarde dans une boulangerie. La jeune commerçante semble partager ma passion puisqu'elle est descendue en Provence à vélo avec son mari. Nous discutons des avantages d'un tel voyage. J'en profite pour lui demander s'il y a un camping dans le coin. Sur son conseil, je m'arrête quelques kilomètres plus loin. Comme un misérable, je finis l'étape en poussant mon vélo sur un sentier. En effet, je viens juste de crever et étant proche du but, je préfère ne rien démonter tout de suite et réparer tranquillement ce soir. Je saisirai l'occasion d'ailleurs pour changer les 2 pneus. Ainsi, je passerai la soirée isolée, dans un champ mis à la disposition des campeurs de passage. Armentières-Avesnes-sur-Helpe. Samedi 17 juin 1989 à 4e jour. Il fait déjà chaud lorsque j'enfourche mon vélo. Pourtant, il n'est que 7h30. Je gagne la route de Lille qui n'est pas très loin. Roulant à bonne vitesse, j'atteins les premières maisons qui prouvent que je suis dans la banlieue de la capitale du Nord, à Lomme. Je connais déjà un peu Lille, et me dirige vers la gare d'où je pourrais me repérer. Je ne tiens pas à rester longtemps dans la ville car je l'ai visitée l'an passé, au cours de la semaine fédérale du cyclotourisme de Roubaix. J'y reste cependant contre mon gré, car j'ai des difficultés à trouver la route de Sizouin. L'autoroute paraît être l'unique possibilité de s'en sortir. À vélo, j'ai vite tenté l'expérience. Après être passé sous des tunnels pour piétons, j'atterris dans une sorte de cour où des motards s'entraînent afin d'obtenir leur permis. Étant aussi un 2 roues, je compte sur leur solidarité pour m'indiquer la route adéquate de Sizouin. En fait, j'apprends que je suis, par un hasard extraordinaire, presque sorti du labyrinthe. En effet, peu après, la ville cède la place à la campagne. À nouveau, je retrouve mes racines en traversant les villages du département du Nord. Un nouveau panneau m'annonce que Douai est à 28 km. Cela ravive en moi des souvenirs d'enfance, ma grand-mère, sa maison, la fête de Gaillan. Malheureusement, je ne m'y rends pas cette fois-ci. À Saint-Amand-les-Eaux, je me repose un peu car dans 1 heure, je serai à Valenciennes, 2e grande ville de la journée à traverser. Je prends du temps pour faire quelques courses et me rafraîchir car la chaleur commence à se faire sentir. Je suis un peu déçu par l'endroit pourtant assez réputé. Saint-Amand n'a pas beaucoup de charme, et il y a un monde fou. La circulation est difficile. À la sortie de cette petite ville, je dois faire attention de ne pas m'engager sur la voie rapide qui mène directement à Valenciennes. Il y a bien longtemps que je n'avais pas traversé une forêt. Depuis Ardelot lors du 2e jour, c'est déjà si loin. L'ombre des arbres des forêts de Rhêmes-Saint-Amand-Valers, plus communément appelée forêt de Saint-Amand, me protège du soleil et j'apprécie la fraîcheur. Puis à nouveau la ville lorsque j'entre à Valenciennes. Tout comme Lille, je la connais déjà car j'y suis passé l'année dernière. Je décide donc de la contourner en empruntant de grands boulevards, l'équivalent des boulevards des Maréchaux à Paris. Dans un petit bourg situé un peu avant le Quesnoy,
je m'arrête pour manger sur une place où il y a des bancs. Malheureusement, les arbres sont peu épais et je n'ai pas d'ombre. Tout en prenant mon repas, je regarde les enfants jouer avec leurs petits vélos. Comme eux, c'est ainsi que j'ai débuté avant de parcourir les routes. Sur un autre banc, à côté de moi, un adolescent écoute son Walkman. Excusez-moi, je crois qu'il faut dire baladeur. Après avoir fini de ranger mon matériel, alors que je marche un peu pour me détendre, un homme d'une 50aine d'années me propose de le suivre boire un coup. J'emboîte son pas lorsque soudain, il revient vers le banc et attrape mon vélo. C'est pour la fauche, je vais le garer. Je lui signifie que la monture est lourde. Décidé, il marche en avant, tenant le guidon. Je reste à côté de lui, un peu sur mes gardes. Pour cet homme, il était évident que je serais d'accord, et le fait qu'il ne m'ait pas demandé mon avis m'intrigue. Nous entrons dans une cour et il pose mon vélo contre un mur. Il fait mine de le laisser mais pense à quelque chose. Je le regarde prendre mes bidons. L'un est accroché sur le cadre, et l'autre, une gourde en aluminium, est attachée entre le duvet et la tente sur le porte-bagages, coincé par l'étendeur. Je comprends ce qu'il veut et l'aide à prendre le tout. D'un geste large, il m'indique une porte. J'entre derrière lui dans une maison. Je débouche sur un couloir où repose un magnifique vélo de course, que je repère dès mon arrivée. À ma droite, un salon dans lequel j'entre. Sa femme et ses enfants semblent m'attendre. Nous t'avons vu sur le banc, commence l'homme qui est venu me chercher. Par cette chaleur, nous ne pouvions pas te laisser rôtir. Merci beaucoup, dis-je. En voyant la famille, je n'ai plus aucune inquiétude. Je m'assois à une table et il me donne un jus de fruits bien frais. Je fais aussi du vélo, me dit son fils, je cours en KD1. Moi, je suis vélociste, continue son père. Tu peux imaginer que le vélo n'a pas beaucoup de secrets pour nous. Durant plusieurs heures, nous discutons de cyclisme, surtout des courses. En fait, c'est un peu normal. Déjà parce que le jeune garçon fait de la compétition, mais aussi parce que le club dont je fais partie est l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt, l'ACBB, qui a été longtemps champion de France de cette discipline. Jacques Anquetil, puis plus récemment Stéphane Roche, bien sûr, ainsi que son frère Laurens y ont fait un passage fort remarqué. Maintenant c'est Wascal qui est connu, dit fièrement mon hôte. Puis je me retourne vers sa fille qui doit avoir environ 20 ans. J'apprends qu'elle est en 2e année, à l'université de pharmacie. C'est une coïncidence car ma sœur, Sylvie, fait aussi les mêmes études. Nous enchaînons donc la conversation sur ce sujet, et je lui explique que je repasse tous mes examens de droit en septembre. Je connais le problème, me dit-elle en souriant. Je raconte ensuite mes voyages à vélo, notamment de celui de l'année dernière, Paris-Vienne, Rome-Paris. Je parle ainsi de ce qui est essentiel pour moi dans ma vie. Malheureusement, tout a une fin. Après avoir récupéré mes bidons remplis d'eau fraîche, je quitte cette chaleureuse famille. Je me retourne sur mon vélo pour leur faire signe de la main. Tous les 4 sont sur le perron et me répondent. Cela m'a remis beaucoup de baume au cœur. C'était ma première vraie rencontre intéressante. Heureusement, ce ne sera pas la dernière. La route de la forêt de l'Auquignol n'est pas toute plate mais joyeux comme un roi. Je ne me rends pas compte des légères côtes. Je repense à cette rencontre, à ces personnes si avenantes, si gentilles qui, en l'espace de 2 heures, confirment le sens que je donne à ma randonnée. J'atteins plus rapidement que prévu Avesnes-sur-Helpe, où je termine ma journée. Je suis accueilli au camping par un homme qui ne peut s'empêcher de parler en criant. Après une brève installation, je vais faire un petit tour en ville. La petite place avec la mairie, l'office du tourisme et l'église me plaît beaucoup. En cette journée du 17 juin, il y a quelques Hollandais qui s'arrêtent dans le nord de la France avant de descendre dans le sud. En début de soirée, 3 cyclo-campeurs débarquent. Je leur montre mon vélo, et ils comprennent que nous appartenons à la même famille. Visiblement, ils sont fatigués et ne souhaitent pas discuter. Je sais seulement que les 2 jeunes garçons sont américains, et qu'ils font un long périple. La fille qui les accompagne les a rejoints il n'y a pas longtemps. Je reste ce soir-là en compagnie d'un beau cheval marron, un étalon qui surveille de temps en temps que tout se passe bien. Avesnes-sur-Helpe, Charleville-Mézières. Dimanche 18 juin 1989 à 5e jour. Tôt ce matin,
Alors que je fais route vers les Ardennes, je me fais arrêter par la douane volante après Hirson. Je viens juste de traverser une route nationale quand soudain, un douanier surgit du bas-côté, se place au milieu de la route et me fait signe de me garer. Ce sont les bandes rouges de son pantalon qui m'indiquent de quoi il s'agit. « Bonjour, vous venez de France ?» me demande-t-il. « Non, je viens d'Avesnes. » Il me regarde d'un air interrogateur. Je reprends, du nord de la France, Lille, Valenciennes, je longe les frontières. « Et vous allez où, maintenant ?» Je regarde mon parcours et lui montre. « À Charleville. » Il vérifie mes papiers et me les rend. « Merci, me dit-il, au revoir et bonne route. » Et voilà un bref arrêt. J'ai de la peine sur un long faux plat en côte. Je croise beaucoup de cyclistes qui me saluent. Je leur réponds d'un signe, mais plus j'avance, moins j'y fais attention. En ce dimanche, mes amis de la CBB doivent être dans la vallée de Chevreuse en train de grimper, peut-être la côte de l'Homme Mort, les 17 tournants ou bien d'autres petites bosses qui permettent de s'entraîner efficacement. J'ai l'impression de ne pas progresser dans cette forêt. Soudain, un cycliste ralentit et roule à ma hauteur. Je roule doucement, me dit-il, mais toi derrière moi, tu seras protégé du vent. C'est un homme d'une 50aine d'années. Je reste derrière lui, prudent. Je sais qu'au moindre écart qu'il pourrait faire, mes réactions seraient peu fiables à cause du poids du vélo. Mais j'arrive tout de même à m'approcher un peu, ce qui me permet de ménager mes efforts en étant abrité, comme le font les coureurs lorsqu'ils roulent en bordure. D'ici quelques kilomètres, lance-t-il, on descendra. Je t'ai vu d'assez loin peiner dans le vent. J'ai accéléré pour te rejoindre. Arrivé en haut du faux plat, je me mets à sa hauteur. D'habitude il fait du vélo avec des amis, me raconte-t-il, mais ce matin il doit rentrer tôt. Il est donc parti seul. J'habite Rocroi, tu y vas ? Oui. Tu verras, c'est une ville fortifiée par Vauban. Elle est entourée par des tours et des gros murs, en forme de carré. Un peu comme à Neuf-Brisac en Alsace ? Oui, exactement. Nous atteignons la fameuse ville. Effectivement, comme à Neuf-Brisac, lieu où je suis passé l'année dernière, lors de ma randonnée pour aller en France, nous entrons par une porte fortifiée. Viens prendre un pot à la maison, je te reconduirai après sur la route. J'accepte et je le suis. Nous sortons quelques mètres de la ville, puis il m'indique sa maison à gauche. Nous rentrons nos vélos dans le garage. Je salue sa femme en m'excusant de débarquer si brutalement, avant de pénétrer dans un joli intérieur rustique. Nous parlons du temps. Selon lui, j'ai beaucoup de chance d'avoir une telle chaleur. D'habitude, il y a toujours de la pluie ici, alors qu'ailleurs il fait beau. 3 à 6 degrés d'écart, parfois 10 entre les hauteurs où nous sommes et le bas. C'est un microclimat. Après un bon verre de jus de fruits servi aimablement par sa femme, jamais d'alcool, nous reprenons la route. À la sortie de la ville, nous nous quittons par une bonne poignée de main. Lui fait demi-tour pour regagner son logis, tandis que je continue ma route. Celle-ci est peu difficile à présent puisque comme mon ami me l'avait prédit, j'entame une grande descente pour arriver à Monthermé sur la Meuse. L'endroit au milieu de la forêt est bien sympathique. Les rives du fleuve sont bordées de fleurs sauvages. Une rue longe le cours d'eau. Je la suis. À ma droite s'élèvent de vieilles maisons. Tout est paisible. Je double 2 amoureux sur leur vélo qui cheminent tranquillement. En ce dimanche de juin, tout le monde est détendu. Les Belges ont traversé la frontière pour venir se reposer sur les rives. Puis je remonte aux Hautes-Rivières. C'est un petit village typique des Ardennes que je traverse doucement. Au débouché d'un tournant, j'aperçois une grande ville. À ma droite, encore un cours d'eau. Cette grande ville, c'est Charleville-Mézières. Et le large cours d'eau, c'est la Meuse. Par une longue descente, je gagne le but de la 5e étape de ma randonnée. Je m'imaginais la ville beaucoup plus industrielle, pensant devoir traverser un no man's land d'usines. Bien au contraire, j'arrive droit au centre-ville. Tout est calme, trop calme même en cette fin de week-end. Après m'être installé au camping municipal, situé le long du fleuve, au bord duquel de charmants bateaux de plaisance sont amarrés, le seul camping que je trouverai non loin d'un centre-ville au cours de cette randonnée, je vais me promener comme à mon habitude dans le centre. Ma mère a habité Mohon, juste à côté de Charleville, mais elle n'en garde pas un très bon souvenir. Sur ces indications, je vais voir la place Ducale.
C'est vrai que cela vaut le déplacement. Carré, style Louis XIII, tout comme la place des Vosges à Paris, elle est entourée d'arcades qui abritent restaurants et commerçants. Au centre, la statue de Charles de Gonzague, fondateur de la ville, mais le personnage le plus célèbre de la cité est sans nul doute Arthur Rimbaud que l'endroit inspira pour quelques vers. Je me promène un peu dans les rues alentours, puis me repose dans un parc avant de rentrer au camping. J'arrive à mon emplacement en même temps que des cyclo-campeurs. Je leur fais signe puis vaque à mes occupations quotidiennes. Un jeune garçon blond d'une trentaine d'années vient vers ma tente. Je l'aborde en allemand pensant qu'il vient soit de Hollande, soit de France. En fait, il est australien et me répond en anglais. Je fouille dans mes maigres connaissances pour engager la conversation. Son ami le rejoint et tous trois, assis à côté de ma tante, nous nous racontons nos exploits. Tous les deux ont pris 6 mois de congé, et viennent de France où ils ont atterri en avion. Ils comptent faire un tour de l'Europe en remontant jusqu'au Danemark, puis après redescendre en France. Ils m'expliquent qu'ils préfèrent faire du vélo sur notre continent car en Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.